Madame la ministre, nous sommes très heureux, très honorés de vous accueillir à la première journée scientifique de l'Institut Convergence Migration. Cet institut qui est financé par les investissements d'avenir et qui est à sa 2e année de fonctionnement. Nous avons choisi délibérément d'accorder la priorité au thème de la santé des migrants, sachant évidemment tout l'intérêt que présente un sujet qui est à la croisée de 2 thématiques brûlantes, la santé et les migrations. Donc nous sommes 5 départements de recherche. Vous connaissez en fait assez bien déjà l'Institut des migrations. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. Et nous avons ici des chercheurs qui essaient d'établir les faits, qui sont quand même souvent aussi très engagés, c'est normal. Et tout le problème de la recherche, c'est de travailler à trouver un bon compromis entre la distance et l'engagement. Et l'engagement, c'est évidemment s'intéresser aux inégalités de santé, à l'égalité de traitement, à un certain nombre de valeurs, comme par exemple les droits de l'enfant, etc. Mais en même temps, nous avons un garde-fou qui est la méthode, qui est la comparaison, qui est les techniques qui sont les techniques d'observation, les méthodes d'administration de la preuve, toutes ces choses auxquelles nous sommes attachés. Et puis, je terminerai là-dessus, je ne veux pas être long, nous sommes aussi très attachés à la comparaison internationale, à la circulation des bonnes pratiques. Le travail international peut aussi aboutir à la circulation des mauvaises pratiques, ça existe. Enfin, nous essayons en tout cas d'être attentifs à tout ça, de façon à pouvoir démêler les facteurs très complexes qui pèsent sur la santé des migrants, que ce soit la santé physique ou la santé mentale. Outre cette journée scientifique qui va traiter de problèmes dont je sais qu'ils vous tiennent à cœur, nous avons aussi un site internet où il y a une rubrique intitulée De facto qui essaie de recueillir les témoignages de chercheurs qui sont engagés sur le terrain. Et le numéro de De facto qui va sortir est précisément consacré aussi à la santé des migrants. Et je crois que ce sera une mine d'informations également sur les recherches en cours autour de ces questions. J'ai déjà trop parlé et je vous cède la parole. Merci, monsieur le directeur, cher François Héran, mesdames et messieurs chercheurs, professionnels de santé pour certains aussi. Mesdames et messieurs, je tenais particulièrement à faire l'ouverture de cette journée scientifique et de ce colloque. François Héran le sait, j'ai une attention particulière sur votre initiative de convergence des disciplines au sein de cet institut qui me paraît tout à fait emblématique de ce que la recherche moderne doit maintenant s'appliquer à faire, c'est-à-dire faire en sorte que différentes disciplines de recherche se rencontrent en transversalité et osent traiter de sujets éminemment complexes, et j'y reviendrai. Alors, je sais que c'est aujourd'hui votre première journée scientifique annuelle, et je sais que vous avez décidé spécifiquement de traiter du sujet de la santé, et c'est parce que vous aviez fait le constat d'une lacune des recherches sur les migrations dans ce domaine. Et il me semblait être très important pour la ministre que je suis, en charge à la fois des solidarités et de la santé, de venir vous parler, de vous dire à quel point ce que vous faites et ce que vous allez faire et les productions que vous allez faire vont être importantes pour moi dans les décisions publiques. La force de votre institut, je l'ai dit, c'est de faire travailler ensemble des disciplines et des chercheurs venant d'horizons différents pour traiter de toutes les composantes des migrations. Je sais que vous avez des géographes, des historiens, des spécialistes de démographie, de droit, de sciences politiques, de sociologie, d'anthropologie, d'éthique, d'épidémiologie sociale, d'infectiologie. Je connais certains d'entre vous et je sais que pour ceux que je connais, ils sont déjà réputés dans leur domaine et l'apport évidemment de leur savoir dans l'Institut que vous représentez aujourd'hui va être
très important. Vous êtes 220 chercheurs, 60 doctorants, et je tiens à saluer l'effort consenti par tous les organismes de recherche qui ont permis en fait la création de cette institution. J'en ai beaucoup entendu parler lorsque mon mari dirigeait l'INSERM. Il tenait absolument à ce que cet institut aboutisse, mais j'ai eu l'occasion de voir qu'au-delà de l'INSERM et du CNRS, l'INED, l'IRD, le Collège de France, le HESS, le PHE, l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne ont concouru au succès de cet investissement d'avenir. Et je suis vraiment très heureuse qu'il ait pu aboutir. Alors, je le disais tout à l'heure, nous avons besoin de recherche dans ce domaine pour guider l'action publique. Quand j'étais dans la société civile, quand j'étais médecin et que je regardais les politiques, je me disais souvent qu'il manquait cruellement de connaissances sur les sujets pour prendre leurs décisions. Et ce hiatus entre le savoir, la connaissance et la décision publique a été probablement l'une des forces de mon engagement et m'a amené à accepter ce poste de ministre et à considérer que la rationalité scientifique devait impérativement guider l'action publique. Il me semble que ça permet d'être plus utile, voire, on peut l'espérer, d'être plus intelligent. Pour être intelligent, il faut aussi que l'action publique soit coordonnée. Et le thème qui vous réunit et nous réunit aujourd'hui est clairement un thème interministériel qui dépasse largement le champ unique du ministère de la Santé. Pour autant, il faut toujours un porteur de projet et je pense que le ministère des Solidarités et de la Santé doit être je dirais, en pointe pour l'animation des débats autour du sujet de la santé des migrants. Je suis persuadée que le décloisonnement est la clé de la réussite. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, par la convergence de vos disciplines, est un plus. Ça l'est aussi dans l'action publique. Et c'est pour ça que je pense que dans ce domaine, il nous faut une action interministérielle, notamment parce que c'est un domaine où l'irrationnel prend une place très importante, où les préjugés sont largement aussi nocifs qu'ils sont nombreux et répandus. Alors, notre pays peut s'honorer. Excusez-moi. Notre pays peut s'honorer d'avoir inscrit dans sa Constitution le droit à la santé pour tous et de permettre ainsi à chacun, quelle que soit sa situation, d'accéder aux soins. Cet universalisme, nous y sommes profondément attachés. Nous savons d'où il vient et nous savons qu'il est le rempart le plus sûr contre l'obscurantisme. La prise en charge des soins repose donc en France sur une protection maladie qui est dite universelle, puisqu'elle permet à chaque personne qui travaille ou qui réside en France de manière stable et régulière de bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé. Cette protection, elle est accessible quelle que soit la nationalité de l'assuré, ce qui permet d'y inclure les ressortissants étrangers titulaires d'un titre de séjour, mais également les demandeurs d'asile et les réfugiés. Et vous le savez, il y a également des dispositifs qui sont prévus pour la prise en charge des soins des migrants ne répondant pas aux critères de la protection universelle maladie. Il s'agit de l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État permet alors de couvrir les soins essentiels des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Et c'est une bataille permanente que de préserver cette aide médicale d'État face aux coups de butoir de certains populistes plutôt, excusez-moi. Alors, le titre « étranger malade » illustre aussi cet attachement de la France à ne pas distinguer sur des critères de nationalité quand la santé d'une personne est en jeu et que l'on sait qu'elle ne bénéficiera pas de certains soins dans son pays d'origine, et donc quand cette personne doit être prise en charge en France, puisque la France apporte des pratiques n'existant pas dans son pays d'origine. Il faut savoir que très peu de pays, y compris en Europe, disposent d'une telle procédure de délivrance de titres de séjour aux étrangers malades. Je pense que nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes très clairs
sur les principes. Mais l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui est bien celui de l'effectivité de l'accès aux soins et de la pertinence des soins délivrés. Il ne suffit pas de se contenter d'un humanisme abstrait. Il faut que les principes s'incarnent dans les pratiques et que le droit rencontre le fait. L'universalité de nos règles de prise en charge ne doit pas non plus éluder les spécificités liées à un parcours de migration. Autrement dit, l'accès aux soins ne doit pas être une étape supplémentaire dans un parcours migratoire souvent pénible, voire épuisant. L'enjeu est bien celui de l'orientation des personnes pour qu'elles puissent rapidement trouver la bonne porte. Le sociologue autrichien Alfred Schutz a lui-même fait l'expérience de l'exil aux États-Unis et il nomme cela le labyrinthe de l'étranger. Ce labyrinthe de l'étranger, disait-il, cela signifie que pour l'étranger, je cite, « Le modèle culturel du nouveau groupe n'est pas un refuge, mais un pays aventureux, non quelque chose d'entendu, mais un sujet d'investigation à questionner, non un outil pour débrouiller les situations problématiques, mais une situation elle-même problématique et difficile à dominer. » Il est donc indispensable d'accompagner, et vos travaux de recherche seront des outils pour nous y aider. Je n'oublie pas non plus le rôle indispensable que jouent les associations dans ce cadre. Je cite d'ailleurs souvent l'association Primo Levi qui met en exergue la nécessité d'accompagner le psychotrauma, notamment le psychotrauma des migrants. Nous avons besoin de ce type d'association engagée pour nous aider parce que l'action de l'État est très compliquée à déployer au quotidien, au plus près des personnes. Et donc, les associations sont un relais permanent de l'action de l'État. Nous devons les y aider. Je voudrais parler également des permanences d'accès aux soins, les PASS, qui accueillent de manière inconditionnelle les migrants. Ces permanences ont cette mission d'accompagnement médico-social des personnes les plus vulnérables. Elles sont un point d'entrée, mais ne doivent pas être seules dans la prise en charge des personnes migrantes. Il nous faut donc redonner du souffle à ces permanences, c'est-à-dire non seulement se donner les moyens de rendre effectifs les droits, mais aussi les aider à construire des logiques de parcours de soins pour assurer une vraie équité dans l'accès aux soins. En effet, la prise en charge sanitaire de ces populations dans une logique de parcours suppose l'intervention de structures différentes à même de, évidemment, réaliser le rendez-vous initial ou de coordonner l'intervention concertée de plusieurs professionnels. Vos travaux ont, je le sais, mis en évidence une santé mentale dégradée avec un surrisque de psychose parmi les immigrés en France ou encore des traumatismes et des conséquences, qui sont les conséquences des violences, en particulier sexuelles, dont les femmes, mais pas seulement, sont l'objet. Ces données confirment donc la nécessité de développer nos connaissances pour mieux prendre en compte les besoins spécifiques et pour mieux construire ces parcours de prise en charge spécifiques aux personnes migrantes. Le rapport du député Aurélien Taché portant sur une politique ambitieuse d'intégration des étrangers arrivant en France est remis au gouvernement en février 2018, insistait déjà sur la nécessité d'un accès effectif à la santé, notamment à travers la prise en charge du stress post-traumatique. Par une instruction publiée le 8 juin 2018 et intitulée « Mise en place du parcours de santé des migrants primo-arrivants », mon ministère a précisément encouragé les agences régionales de santé à mettre en œuvre des parcours de santé des migrants adaptés à chaque territoire en fonction de l'offre de soins disponible. Au-delà de la question des moyens, il faut aussi être lucide face au phénomène de refus de soins. Et il faut être intransigeant lorsque les professionnels de santé manquent à ce devoir. Le Défenseur des droits nous a récemment alertés sur un accès aux soins qui pouvait être difficile pour les étrangers, notamment des pratiques de soins, enfin de refus de soins, qui sont totalement illégales. Ces pratiques sont faites par certains praticiens libéraux. Si ce phénomène est difficile à objectiver avec précision, il est par contre indispensable d'avancer sur la connaissance du phénomène et sur la lutte contre le refus de soins abusifs.
Je suis donc particulièrement attentive aux travaux que pourront faire les différents ordres professionnels dans le cadre des commissions d'évaluation des pratiques de refus de soins mises en place en 2015. Et je me suis engagée à publier au plus tard à la rentrée 2019 un décret qui prévoit la création de commissions de conciliation entre l'assurance maladie et les ordres professionnels pour traiter et éventuellement sanctionner les pratiques de refus de soins. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, pour la ministre des Solidarités et de la Santé que je suis, la prise en compte des mobilités et des flux migratoires avec leur spécificité dans le champ de la santé est totalement essentielle. Elle est essentielle parce que nous avons un devoir d'humanité et je ne conçois pas que notre système de santé, parmi les meilleurs au monde, puisse être fermé aux personnes les plus fragiles qui résident sur notre territoire. Mais nous avons aussi, et n'y voyez aucun cynisme, un devoir de rationalité. Nous ne voulons pas que les personnes renoncent à se soigner et se rendent de manière tardive à l'hôpital, ce qui conduirait in fine à augmenter les dépenses. Pour cette même raison, il est essentiel de s'assurer de la pertinence des soins délivrés aux migrants. Nous ne cédons pas non plus à l'angélisme et gardons une capacité de contrôle pour lutter contre les abus, de sorte que les objectifs de notre système ne soient pas dévoyés. Les échanges que vous aurez aujourd'hui concernent donc un enjeu majeur de santé publique, aujourd'hui comme demain d'ailleurs, et donc j'attends avec impatience vos conclusions. Toutes les connaissances que vous produirez vont être des aiguillons essentiels de l'action publique que je mènerai. Et outre l'apport que ces connaissances pourront avoir sur l'amélioration de la prise en charge des soins, je suis sûre que la connaissance scientifique est le meilleur moyen de lutter contre les préjugés et les fantasmes. Je vous remercie.